Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente régulièrement l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais faire le bilan de la gestion de mon portefeuille PEA au cours des 5 dernières années et on va voir que mon portefeuille PEA a surperformé les indices MSCI World, MSCI Europe, mais aussi l'indice CAC 40. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la suite de la vidéo. Alors, je vais commencer cette vidéo avec une petite référence à l'une des fables de La Fontaine qui s'intitule Le lièvre et la tortue et qui commence par cette phrase fameuse « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Et cette fable se termine par la phrase suivante « La tortue arriva la première ». Et donc pourquoi est-ce que je fais référence à cette fable de La Fontaine? Tout simplement parce que cette fable met en avant la persévérance et la détermination de la tortue à atteindre un objectif à long terme. Alors pourquoi à long terme? Tout simplement parce que cette tortue est extrêmement lente et donc que cet objectif est relativement lointain en termes d'horizon de temps. Et donc en tant qu'investisseur, j'ai également un objectif à long terme avec un but à atteindre et donc ce but n'est atteignable qu'à condition de rester persévérant et déterminé dans l'atteinte de ce but. Et donc je me compare moi-même à la tortue dans cette fable de Jean de La Fontaine. Enfin, dans cette phrase « rien ne sert de courir, il faut partir à point », ça nous renvoie à l'idée qu'à un moment, il faut arrêter de tergiverser et puis il faut commencer à essayer de tout mettre en place pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc quand on se fixe un objectif de construction patrimoniale, il y a un moment, il faut arrêter de réfléchir, il faut simplement épargner, investir cet argent et se constituer un patrimoine à long terme, ce que j'essaye de faire au travers de mes portefeuilles et notamment au travers du PEA et ce que je pense de nombreuses personnes essayent de faire également de leur côté. Et donc mon objectif à l'avenir sera de continuer à faire ce que je fais depuis 5 ans, à savoir épargner régulièrement, continuer à faire des apports mensuels et puis investir en bourse dans le but de faire fructifier mon patrimoine financier. Alors comme on peut le voir ici, j'ai ouvert mon PEA en janvier 2019, j'ai procédé à des apports moyens de 585 € par mois et puis on peut voir que la plus-value latente sur mon portefeuille est de 30,9% à fin 2023, à savoir 5 ans plus tard. Et donc comme on peut le voir à l'écran, la somme de mes apports est de 35 140 €, donc sur 5 ans, c'est la somme de mes apports sur 5 ans. Et on peut voir que mon portefeuille PEA était valorisé 45 235 € en fin d'année 2023, ce qui correspond à une plus-value latente supérieure à 10 000 €. Alors on peut voir ici que la valeur du portefeuille en fin d'année 2023 est de 45 235 €. Je vous ai mis ici une copie d'écran qui date du 12 janvier. Il y a un petit écart au niveau de la valorisation totale du portefeuille. Bien entendu, j'ai utilisé le chiffre de fin d'année, 45 235 €, pour comparer ce chiffre à la somme des apports au cours du temps pendant les 5 premières années de gestion du portefeuille. Donc je vous ai mis ici une copie d'écran plus récente dans laquelle on a mes dernières transactions, à savoir une transaction sur Rémy Cointreau, puisque j'ai acheté récemment cette action à un PRU de 99 €. Vous retrouvez ici l'ensemble des lignes du portefeuille qui sont classées par poids et donc on voit que les deux premières lignes du portefeuille sont Prosus qui représente près de 14% du portefeuille et puis Adyen qui représente désormais près de 13,5%, un peu plus de 13,5% du portefeuille. Donc je vais présenter rapidement le portefeuille, la situation du portefeuille, puisque ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur mon PEA, et donc vous allez voir que mon portefeuille a un peu évolué au cours des 6-7 derniers mois par rapport à la dernière vidéo. Et puis je reviendrai ensuite sur le rendement du portefeuille au cours des 5 premières années, et je comparerai ce rendement au rendement de plusieurs indices, dont l'indice MSCI World, l'indice MSCI Europe, et puis l'indice CAC 40. Alors on va d'abord se concentrer sur le portefeuille PEA, donc mon portefeuille PEA.
On voit que je n'ai ajouté aucune ligne en portefeuille au cours des derniers mois. On voit par contre que j'ai vendu Danone et AB InBev pour renforcer Adyen, qui représente désormais, donc à la fin de l'année 2023, c'est une copie d'écran à fin 2023, qui représente désormais 12,9% du portefeuille. Alors je vais zoomer sur mon portefeuille PEA tel qu'il était en fin d'année 2023. Donc on voit que les liquidités représentent 3,3% du portefeuille, que Prosus représente 13,5% du portefeuille. Donc on voit que ça a pas mal baissé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas forcément renforcé, en tout cas pas beaucoup renforcé Prosus, alors que j'ai renforcé d'autres lignes. Donc Prosus a une valorisation qui est plus faible désormais au sein de mon portefeuille PEA. On voit que Sofina représente 6,5% du portefeuille, que EQT-AB, que j'ai pas mal renforcé, représente 6,8% du portefeuille. Investment AB Latour, que j'ai également renforcé, représente 3,4% du portefeuille. Et puis, bien entendu, j'ai énormément renforcé Adyen, qui représente aujourd'hui 12,9% du portefeuille. Je reviendrai sur Adyen plus tard dans la vidéo. On voit par ailleurs qu'ASML Holding représente 3% du portefeuille, Dassault Systèmes représente 4,9% du portefeuille, Nemetschek 6,1%, Kering 3,5%, Moncler 3,2%. On a également Hermès qui représente 4,2% du portefeuille. On voit que HelloFresh ne représente plus que 1,6% du portefeuille. Pour deux raisons, j'ai allégé de moitié ma ligne pour renforcer Adyen et puis le titre a fortement chuté au cours des derniers mois, ce qui explique que HelloFresh ne représente plus que 1,6% du portefeuille. On voit que Zalando représente 2,6% du portefeuille. C'est un titre qui a également pas mal baissé au cours des derniers mois. Et puis, idem pour Delivery Hero qui représente 1,1% du portefeuille. On note ensuite que Adidas représente 4,1% du portefeuille. Alors, j'ai allégé également Adidas. Je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. On voit que Evolution AB représente 1,4% du portefeuille. Et puis on voit que j'ai pas mal renforcé deux actions de la santé, à savoir Eurofins Scientifique, qui représente 5,2% du portefeuille désormais, en tout cas en fin d'année 2023. Et puis Sartorius Stedim, qui représente 5,8% du portefeuille. On retrouve également une ligne Chemometec pour 1,1% du portefeuille, Inat Pharma pour 1% du portefeuille, donc des lignes spéculatives, de lignes spéculatives. On a également Eutelsat que je n'ai pas renforcé, qui représente 0,7% du portefeuille. Ontex, une ligne beaucoup plus value, qui représente 3,5% du portefeuille. Et puis Nikon, qui a beaucoup baissé, qui représente 0,6% du portefeuille. Alors on va maintenant se focaliser sur l'allocation du portefeuille par secteur et je vais vous montrer qu'en réalité mon portefeuille n'est composé que de 7 secteurs sur les 11 secteurs geeks puisque je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de matériaux de base, je n'ai pas de utilities et je n'ai pas d'immobilier au sein de mon portefeuille PEA. Ce qui veut dire que j'ai des valeurs industrielles, des valeurs de type consommation discrétionnaire, consommation non cyclique, santé, finance, tech et puis télécommunications ou communication services en anglais. Donc si on se focalise sur le PEA à fin 2023, on va retrouver 28,1% de valeurs technologiques, 26,2% de valeurs financières, 20,1% de valeurs de type consommation discrétionnaire, 13,1% de valeurs dans la santé, 6,9% de valeurs industrielles, 1,6% de valeurs de type consommation non cyclique et puis 0,7% de télécommunications avec Eutelsat. On voit que les liquidités sont de 3,3%. Alors on peut se focaliser sur chacun des secteurs en commençant par le secteur technologique. On va retrouver Prosus qui représente 13,5% du portefeuille, Nemetschek, Dassault Systèmes, ASML Holding et puis Nikon que je classe en actions spéculatives. J'ai décidé dorénavant de classer mes actions en deux types, à savoir qualitatif ou spéculatif. Dans le secteur finance, on va retrouver les lignes Adyen qui représentent 12,9% du portefeuille, et puis on va retrouver également EQT-AB et Sofina SA, qui sont toutes des lignes qualitatives selon moi. Dans la partie consommation discrétionnaire, on va retrouver de belles valeurs, et notamment des valeurs du luxe. On va retrouver Hermès qui représente 4,2% du portefeuille. On va retrouver Adidas, Kering, Moncler, Zalando, Evolution AB et Delivery Hero. Comme vous pouvez le voir, je classe désormais Zalando et Delivery Hero en tant qu'action spéculative et non pas en tant qu'action qualitative.
même si ce sont deux actions qui à terme pourraient devenir qualitatives. On en est encore loin. On va retrouver ensuite dans le secteur de la santé les lignes Sartorius Tedim qui représentent 5,8% de mon portefeuille PEA et puis Eurofins Scientifique qui représente également 5,2%. On a ensuite deux petites lignes spéculatives, à savoir Chemometec qui est un peu l'équivalent d'Illumina aux États-Unis, et puis on va retrouver Inat Pharma, une biotech spéculative, et donc deux actions spéculatives qui ont un poids relativement faible au sein de mon PEA. Alors au niveau du secteur industriel, on va retrouver deux valeurs. On va retrouver Ontex, qui est une valeur de type value. C'est une valeur sur laquelle je joue un potentiel turnaround. C'est donc une valeur que je classe dans la catégorie spéculative. Et puis on va retrouver Investment AB Latour, qui est elle une valeur qualitative. Je passe ensuite au secteur de la consommation non cyclique. Et là, on va retrouver HelloFresh, que je classe en tant que valeur spéculative et qui représente 1,6% du portefeuille. On va retrouver enfin dans le secteur des télécommunications, on va retrouver Eutelsat, qui est là aussi une valeur que je classe désormais en tant que valeur spéculative. Et ce n'est pas forcément une valeur que j'ai envie de renforcer pour le moment, je vais l'expliquer plus tard dans la vidéo. Alors on repasse à la présentation de mon portefeuille en date du 12 janvier 2024, donc après l'achat du titre Rémy Cointreau, puisque j'ai acheté très récemment cette action Rémy Cointreau à 99 €. Et puis, ce qu'on va voir dans cette allocation, au niveau des mouvements, on va voir que j'ai allégé certaines lignes et puis que j'ai vendu deux lignes pour renforcer Adyen. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc, comme on va le voir et par rapport à la dernière vidéo, j'ai réduit mon exposition à Adidas de 3 actions et puis j'ai allégé HelloFresh de 40 actions. Donc j'ai fait une vente partielle de Adidas et HelloFresh à des cours respectifs de 167 € et 25,79 € quand je prends la moyenne de mes ventes pour renforcer le titre Adyen, qui est une entreprise en laquelle je crois énormément à long terme. Et donc ma plus-value sur Adidas était de 36% et j'ai enregistré une plus-value anecdotique sur le titre HelloFresh qui a pas mal chuté depuis d'ailleurs. J'ai également procédé à la vente de mes lignes Danone et AB InBev à des cours respectifs de 53,06 € et 50,84 €, là encore pour renforcer ma ligne Adyen. Donc sur ces deux lignes, ma plus-value est anecdotique en tenant compte des dividendes. Maintenant, l'idée c'était de réallouer les capitaux sur des entreprises offrant des rendements potentiellement plus élevés avec des perspectives de croissance plus intéressantes. Alors on va maintenant passer aux achats. On se souviendra que j'avais 100 actions Prosus lors de la dernière vidéo. Ces 100 actions sont devenues 217 actions suite au split de Prosus. Et puis j'ai racheté 10 actions lors de la baisse récente aux alentours des 24 € pour compléter légèrement ma ligne. Une ligne dans laquelle je continue de croire dans une perspective de long terme. J'ai également fortement renforcé Adyen dans la baisse, donc à 900 €, à 800 €, à 700 € et à 600 €, en tout cas à proximité des 600 €. J'avais même une cinquième action que j'ai revendue depuis. Et donc on voit que ma ligne Adyen, dont le PRU était de 1317 €, on voit que le PRU est désormais de 927 €. Et on voit surtout que Adyen est la deuxième ligne de mon portefeuille et représente 13,59% de ce portefeuille en date du 12 janvier 2024. Alors j'ai également renforcé ma ligne EQTAB de 30 actions. On voit que mon PRU est de 18 € et on voit que le cours de bourse est actuellement à proximité des 23 €. J'ai également renforcé Eurofins Scientifique de 10 actions et puis j'ai renforcé Latour AB, donc Investment AB Latour. J'ai augmenté ma ligne de 40 actions. Enfin, comme j'en ai parlé juste avant, je viens juste de commencer à construire une ligne Rémy Cointreau puisque j'ai entré 7 actions en portefeuille tout récemment. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment mon portefeuille a évolué au fil du temps au cours des 5 dernières années et on va regarder surtout l'évolution de la valorisation du portefeuille par rapport aux apports cumulés au fil du temps. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis le rendement annuel sur 5 ans de mon portefeuille PEA sur base des apports mensuels. Donc au niveau du graphique, on va trouver les apports cumulés, ce sont les barres en gris, et puis on va retrouver la valeur de mon portefeuille PEA, ce sont les barres en rouge qui sont prises à la fin de chaque année, et puis vous avez donc l'évolution du portefeuille au fil du temps.
Donc ce qu'on peut voir globalement, c'est qu'au cours du 15e mois, ça correspond grosso modo au point bas du Covid, on a un apport un peu plus important que d'habitude, mais globalement, les apports sont relativement réguliers au cours du temps et représentent en moyenne 585 euros. On voit qu'ils sont très réguliers à partir du mois 19. Les apports sont très lisses au cours du temps puisque je fais des virements automatiques. En tout cas, j'ai procédé à des virements automatiques mensuels de 585 euros par mois. On voit enfin au niveau des apports cumulés que le 60e mois n'a pas bougé par rapport au 59e mois, tout simplement parce que j'ai décalé mon apport du mois de décembre 2023 à janvier 2024. Ce qu'on peut voir, c'est donc que ce portefeuille était de 0 euros au départ, et puis progressivement, ce portefeuille a évolué. Alors au départ nourri par les apports, c'est ce qu'on peut voir avec les apports cumulés, les barres en gris. Donc on a des apports réguliers au cours du temps, et puis on peut voir que la valeur du portefeuille évolue de manière exponentielle et s'éloigne petit à petit progressivement des apports cumulés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps qui passe, mon portefeuille génère des intérêts et les intérêts génèrent des intérêts sur les intérêts et ainsi de suite, ce qui crée bien entendu de la valeur pour moi en tant qu'investisseur à long terme. Ce qu'on peut voir enfin, c'est que au cours de ces 60 derniers mois, donc 5 ans, mon portefeuille est passé de 0 euros à 45 235 euros. Ça, c'est si on regarde l'évolution du portefeuille entre le jour 1 et puis le dernier jour de la 5e année. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, c'est calculer le rendement du portefeuille. Donc, on a deux manières de faire cela. Premièrement, on peut comparer la valeur du portefeuille en fin d'année 2023 à la somme des versements. Et on voit que mon portefeuille a généré un rendement de 30,9%. Et puis, deuxièmement, et c'est plus intéressant, on peut calculer le rendement annuel. Et donc, lorsqu'on fait le taux de rendement annuel du portefeuille, on peut voir que celui-ci a généré un rendement annuel de 10,2% au cours des 5 dernières années. Alors bien entendu, je suis très satisfait par le rendement obtenu au cours des 5 dernières années. Maintenant, je constate que j'ai fait quand même certaines erreurs et que j'aurais donc pu améliorer encore davantage ce rendement. Et donc l'idée pour moi, c'est d'essayer de prendre du recul par rapport à ce que j'ai fait au cours des 5 dernières années pour essayer de continuer à améliorer mon approche. Alors depuis 4 ans, on me demande régulièrement de comparer mes rendements au rendement des principaux ETF, l'ETF MSCI World, l'ETF MSCI Europe ou bien l'ETF CAC 40. Et donc c'est ce que je vais faire dans la suite de cette vidéo. Et on va voir que sur 5 ans, mon portefeuille PEA surperforme au moins au niveau du rendement les ETF MSCI World, MSCI Europe et puis l'ETF CAC 40. Alors, on va commencer ici avec l'ETF d'Amundi, l'ETF MSCI World d'Amundi, un ETF en euros capitalisant, c'est-à-dire dividendes réinvestis, coté à Paris. Alors, on peut voir que sur 5 ans, le rendement annualisé est de 17% par an. Mais attention, ce chiffre est trompeur. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que tout le capital a été investi au départ. C'est ce qu'on appelle le plan d'investissement ici en capital, c'est-à-dire que je regarde la performance de l'ETF sur 5 ans en partant du principe que j'ai mis tout mon capital, à savoir 35 000 euros ici au départ. Alors bien entendu, quand on procède à des apports réguliers au cours du temps, on n'a pas mis tout son capital au départ, donc je n'ai pas mis tout mon capital en 2019. J'ai déployé mon capital régulièrement au cours du temps, ce qui veut dire que il faut mesurer la performance de cet ETF au travers d'un plan d'accumulation de capital. Ici, dans cette simulation, 60 versements correspondant à 60 mois. Et donc, lorsqu'on regarde la performance de cet ETF MSCI World au cours des 5 dernières années, sur 60 mois, on se rend compte que le résultat du portefeuille, donc valeur du portefeuille moins versement, est de 28,3% quand mon portefeuille PEA a généré un rendement de 30,9% lorsque je compare la valeur du portefeuille moins les versements. Donc comme on peut le voir ici, mon portefeuille PEA a surperformé l'ETF MSCI World dividende réinvesti. Alors on peut mesurer ce rendement d'une deuxième manière en regardant la performance du plan d'investissement programmé, en utilisant ici le rendement absolu généré par le plan d'investissement régulier au cours du temps. On voit que le rendement final est de 56,61%. Et donc, on peut recalculer ici le rendement annuel généré par ce portefeuille, en tout cas par cet ETF MSCI World.
Et donc si on part d'une valeur de départ de 100 et qu'on arrive à une valeur d'arrivée de 156,61, c'est tout simplement 100 plus 56,1% de plus-value. Ça nous fait 156,61 à l'arrivée. Sur 5 ans, ça nous donne un rendement annuel de 9,4% par an. Et là encore, le MSCI World, l'ETF MSCI World d'Amundi, dividende réinvesti, fait moins bien que le rendement de mon portefeuille PEA. Donc faites bien attention lorsque vous regardez la performance d'un ETF sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Dites-vous bien que lorsque vous voyez le résultat final, c'est basé sur un investissement du capital au départ et non pas déployé au fur et à mesure du temps qui passe via des apports mensuels au cours du temps. Alors je vais faire la même chose avec l'ETF Lyxor Core Stocks Europe 600, donc un indice large européen qui est un indice dividende réinvesti coté à Paris. Sur 5 ans, donc à condition que le capital soit investi au départ, c'est-à-dire au 1er janvier 2019, on peut voir que le rendement annualisé est de 12% par an. Maintenant, lorsqu'on procède à des versements réguliers au cours du temps, lorsqu'on procède à des apports mensuels, on voit que le rendement final est de 21,47% lorsqu'on compare la valeur du portefeuille au versement, à comparer à un résultat, ou en tout cas à un rendement de 30,9% lorsqu'on s'intéresse à mon portefeuille PEA. Ce qui veut dire encore une fois que mon portefeuille PEA surperforme l'ETF Lyxor Core Stocks Europe 600, donc un ETF large européen. Je ne l'ai pas mis ici, mais c'est la même chose avec l'indice MSCI World Europe. Mon portefeuille fait largement mieux que l'ETF, ou en tout cas que l'indice MSCI Europe au cours des 5 dernières années. Alors on peut là encore regarder la performance du plan d'investissement programmé. Celui-ci s'élève à 41,93%, c'est-à-dire que celui qui investit dans cet ETF au cours des 5 dernières années, à raison d'un apport identique tous les mois pendant 60 mois, obtient, ou en tout cas aurait obtenu, un rendement proche de 43%. Alors si on part d'une valeur initiale de 100 et qu'on rajoute 42,93 ici, ça nous fait sur 5 ans un rendement annuel de 7,4%. Donc là, ça veut dire encore que mon portefeuille PEA fait mieux que l'ETF Lyxor Core Stocks Europe 600 au cours des 5 dernières années. Et à noter également qu'il fait mieux alors même que les frais sont beaucoup plus faibles sur l'ETF. Et puis pour terminer, je vous ai mis ici l'ETF d'Amundi, l'ETF CAC 40 ESG dividende réinvesti. Donc ESG parce que je n'ai pas trouvé l'ETF non ESG, mais il est très proche de l'ETF CAC 40 normal. Donc dividende réinvesti, c'est important. Et puis côté à Milan, donc capitalisant côté à Milan. Donc on peut voir que sur 5 ans, à condition d'avoir mis tout son capital en janvier 2019, on peut voir que le rendement annualisé est de près de 15% par an. Maintenant, lorsqu'on regarde la performance de cet ETF en partant du principe que les apports ont lieu mensuellement au cours du temps, on voit que le rendement, en tout cas le résultat du portefeuille, valeur du portefeuille moins versement, est de 30,2% à comparer à un résultat du portefeuille PEA de 30,9%. Encore une fois, mon portefeuille PEA fait mieux que l'ETF d'Amundi CAC 40 ESG dividende réinvesti au cours des 5 dernières années. Et puis, deuxième façon de calculer le rendement de ce portefeuille avec plan d'investissement programmé, on voit que celui-ci est de 60,42% lorsqu'on investit au fur et à mesure du temps qui passe, mois après mois. Et donc, lorsqu'on regarde ici le rendement annuel de cet ETF, on voit que celui-ci est de 9,9% au cours des 5 dernières années. Et donc, encore une fois, mon portefeuille PEA fait légèrement mieux que l'ETF d'Amundi CAC 40 ESG dividende réinvesti. Donc conclusion ici, mon portefeuille PEA surperforme les ETF MSCI World, les ETF MSCI Europe ou Eurostoxx 600 et puis l'ETF CAC 40 au cours des 5 dernières années. Alors dernier point ici, par ma vidéo et mon travail, je cherche à montrer qu'il est possible de battre le marché. Donc bien entendu, je suis content de pouvoir le montrer. Maintenant, rien n'indique que je serai en mesure de battre le marché dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 25 ans, même si ça reste mon objectif. Et donc, je suis comme la tortue qu'on a vue au début de vidéo, c'est-à-dire que j'ai un objectif, je cherche à améliorer mon approche au fil du temps pour essayer d'atteindre mon objectif et de battre in fine le marché. Alors, ce que je vais faire maintenant dans cette vidéo, c'est que je vais essayer de prendre un peu de recul sur ce que j'ai fait au cours des 5 dernières années, en essayant de vous montrer ce qui marche, ce qui ne marche pas,
et éventuellement mes points d'amélioration. Donc on va commencer avec ce qui marche, et la première chose qui marche selon moi, c'est l'investissement dans la qualité, ce qu'on appelle en anglais le quality investing ou encore le quality growth investing, c'est-à-dire l'investissement dans les valeurs de croissance qualitative. Le deuxième point qui marche selon moi, c'est l'achat à prix raisonnable, ce qu'on appelle growth at a reasonable price, c'est-à-dire l'approche GARP. Bien entendu, je vais essayer d'illustrer tout ça ensuite. La troisième chose qui marche, à mon avis, c'est l'approche bottom-up, c'est-à-dire un focus sur les fondamentaux des entreprises avant tout, et non un focus sur la macroéconomie. Je vais y revenir juste après. La quatrième chose qui marche à mon avis, c'est de limiter le turnover, c'est-à-dire de limiter les achats et reventes au sein du portefeuille et essayer de construire des lignes à long terme, voire à très long terme, dans une approche de type buy and hold. Autre point important à mon avis qui marche, c'est de définir son univers d'investissement et notamment de définir son univers d'investissement qualitatif. Il y a environ 70 actions qualitatives en Europe et il est à mon avis très important de connaître ces entreprises, de les avoir repérées et de les suivre au sein d'une watchlist. Ce qui marche également, c'est à mon avis de connaître les entreprises dans lesquelles on investit sur le bout des doigts. Et ça passe par la lecture des rapports annuels de ces entreprises. L'idée, c'est de connaître l'entreprise de A à Z, de connaître son business et surtout de connaître comment cette entreprise évolue au cours du temps. Autre point important qui marche à mon avis, c'est de raisonner à long terme et non pas à court terme, à savoir de raisonner à 5 ans ou plus, c'est-à-dire 5 ans, 7 ans, 10 ans ou plus. Donc ça, c'est bien entendu un exercice compliqué, pour autant je pense qu'il est important de se projeter comme les entreprises se projettent. C'est ce qu'on peut voir notamment dans les rapports annuels, c'est-à-dire que les entreprises, certaines entreprises ont des plans à 5 ans, à 10 ans et d'autres ont des plans à 20 ans et elles essayent de se projeter à long terme. Et ça, je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est quelque chose de primordial également. Enfin, autre chose qui marche à mon avis, c'est de s'inspirer des grands fonds et des grands gérants. Pourquoi? Parce que certains gérants sont capables de battre le marché et donc il est important de s'inspirer de ces gérants pour essayer de soi-même battre le marché. Alors je vous ai mis ici 5 livres qui m'ont beaucoup aidé à améliorer mon approche en tant qu'investisseur dans la qualité, en tant qu'investisseur dans les valeurs de croissance qualitative. Le premier livre est un livre de Peter Cellern qui s'appelle Only the Best Will Do. Peter Cellern est un gérant de fonds britannique qui bat le marché depuis une vingtaine, trentaine d'années et qui a une approche extrêmement simple de l'investissement dans la qualité. Donc je vous recommande la lecture de ce livre si vous lisez l'anglais. Le deuxième livre est celui de Terry Smith, un autre gérant très connu que j'aime beaucoup, qui gère le fonds Fondsmith, je vais en reparler juste après, et qui a publié un livre qui s'intitule Investing for Growth. Et là encore, c'est un excellent moyen de comprendre ce qu'est l'investissement dans la qualité. Le troisième livre est le livre écrit par Lawrence Cunningham et l'équipe du fonds AKO Capital, qui s'appelle Quality Investing. Et là aussi, c'est un excellent moyen, à mon avis, de comprendre ce qu'est l'investissement dans la qualité. Enfin, quatrième livre, un livre de Phil Oakley qui s'appelle How to Pick Quality Shares et qui traite justement des ratios essentiels lorsqu'on essaie de repérer des valeurs qualitatives. C'est une très bonne lecture, c'est un très bon livre également. Enfin, dernier livre qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de m'inspirer, c'est le livre de Peter Lynch, One Up on Wall Street. Je vous recommande notamment les chapitres qui portent sur les fast growers et les stalwarts, qui en soi sont des valeurs qualitatives et donc qui représentent l'investissement dans des valeurs de croissance qualitative. Alors j'essaie de vous résumer ce qu'est l'investissement dans la qualité. C'est premièrement de la croissance, croissance du chiffre d'affaires, mais aussi du résultat net, qui peut être mesuré au travers du bénéfice par action, du BPA, et puis croissance du free cash flow au cours du temps. C'est également des marges élevées et consistantes au cours du temps. C'est une marge brute supérieure à 40%, une marge opérationnelle supérieure à 18-20%, une marge nette supérieure à 20% pour des actions américaines ou 10% pour des actions européennes. C'est un endettement maîtrisé, idéalement un ratio dette nette sur capitaux propres inférieur à 50%, même si on peut monter éventuellement jusqu'à 70-80% selon les dossiers, mais disons un endettement à minima maîtrisé. C'est également des rendements sur capitaux élevés, un return on equity supérieur à 15% idéalement, et puis un ROIC supérieur à 8%. Et quand on parle de ces ratios, on parle de ces ratios sur des périodes suffisamment longues, par exemple sur une période de 5 ans.
C'est également une augmentation des bénéfices non répartis et des capitaux propres au cours du temps. Ce sont en général de très bons signaux sur la qualité de l'entreprise. C'est également une relution ou en tout cas une faible dilution des actionnaires au cours du temps. C'est aussi un taux de rétention élevé, c'est-à-dire un faible payout ratio qui permet à l'entreprise de réinvestir son résultat net ou son free cash flow dans l'entreprise afin de continuer à générer des rendements sur capitaux élevés. Et puis, c'est enfin une valorisation attractive, que cette valorisation soit mesurée au sein d'un DCF pour mesurer la valeur intrinsèque de l'entreprise, la fair value de l'entreprise, ou bien que cette valorisation soit mesurée au travers de multiples de valorisation. Alors en ce qui concerne l'achat à prix raisonnable, c'est ce qu'on appelle l'approche GARP ou Growth at a Reasonable Price. L'idée bien entendu est d'investir dans des valeurs de croissance qualitative et d'essayer d'acheter ces valeurs à un prix légèrement inférieur à leur valeur intrinsèque ou à leur fair value. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, de mon point de vue, il me semble que parfois, il est possible d'acheter ces valeurs de croissance qualitative à des prix proches de leur fair value, c'est-à-dire à des prix potentiellement légèrement supérieurs à leur valeur intrinsèque. Pourquoi? Parce que ces entreprises ont une valeur intrinsèque qui continue à augmenter au cours du temps. Et donc cette approche se situe entre l'approche de type growth investing, c'est-à-dire l'investissement dans la pure croissance, c'est l'approche qu'utilise Cathie Wood par exemple, et puis le value investing, c'est-à-dire l'investissement dans les valeurs décotées, une approche qui était utilisée à l'époque par Benjamin Graham, ou encore une approche qui a été utilisée au début de sa carrière par Warren Buffett. Et donc l'idée, c'est plutôt d'essayer d'acheter de très belles entreprises à un prix raisonnable lorsque l'opportunité se présente. Et cette opportunité a tendance à se présenter lorsqu'il y a un glitch, c'est ce que dit Terry Smith, il le dit très bien, c'est-à-dire lorsqu'une valeur de croissance qualitative connaît un moins bien passager et subit un drawdown important. C'est souvent les moments, en tout cas le bon moment pour commencer à construire une ligne sur ces valeurs qualitatives. Alors de mon côté, j'utilise une approche de type bottom-up que l'on oppose à l'approche top-down. Donc une approche bottom-up, c'est quoi? C'est tout simplement se concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise et puis ensuite on va comparer les différentes entreprises qu'on a sélectionnées dans un même secteur pour essayer éventuellement de choisir les meilleures entreprises de ce secteur. Généralement, ce qui se passe également, c'est lorsqu'on commence à trouver une entreprise intéressante dans un secteur, on va souvent trouver des entreprises similaires et également intéressantes d'un point de vue fondamental dans ce secteur, ce qui peut m'amener par exemple de mon côté à construire des lignes par exemple dans une poche luxe, c'est un exemple. En ce moment, bien entendu, il faut être un peu méfiant sur le luxe qui a tendance à pas mal corriger. On verra quelles sont les publications au cours des prochaines semaines. Et donc l'idée, c'est qu'on peut trouver des entreprises dont les fondamentaux sont bons dans une certaine poche, par exemple dans une poche luxe. Et puis c'est par exemple ce qu'on peut trouver lorsqu'on regarde l'industrie de la cybersécurité. Lorsqu'on regarde les fondamentaux de Fortinet, on se rend compte que c'est une très belle entreprise. On peut également trouver des choses intéressantes chez ses concurrents, notamment chez Palo Alto Networks. Maintenant, il faut regarder également la valorisation parce que la valorisation, au final, ça reste un élément important également. Un autre point également est de limiter le turnover, c'est ce que Fond Smith appelle le do nothing, c'est-à-dire on achète des belles entreprises, on essaie de ne pas les surpayer et ensuite on ne fait plus rien, c'est-à-dire qu'on garde ces entreprises en portefeuille en mode buy and hold et on laisse ces entreprises voir leur valeur intrinsèque augmenter au cours du temps. Autre point essentiel à mon avis, c'est de définir son univers d'investissement pour se retrouver au final avec un portefeuille essentiellement qualitatif. Je vous ai mis ici un extrait de mon portefeuille. On va retrouver des valeurs essentiellement qualitatives comme Adyen, comme Hermès, comme Kering, Moncler, Dassault Systèmes, Eurofins, ASML, etc. Donc des valeurs essentiellement qualitatives. Bien entendu, si mon univers d'investissement au départ est lui-même qualitatif, c'est-à-dire que pour l'Europe, pour un PEA, si j'ai déjà repéré 70 actions qualitatives, il ne me reste plus ensuite qu'à aller piocher dans ces actions qualitatives lorsque le cours de bourse est à proximité de sa valeur intrinsèque et de construire ma ligne au fur et à mesure du temps qui passe, donc en cas de repli en ce qui me concerne, c'est ce que j'aime faire, et puis de ensuite laisser porter sa position, sa ligne au cours du temps, puisque la valeur intrinsèque de ces entreprises a tendance à augmenter au cours du temps. Autre point important à mon avis, c'est de bien connaître les entreprises dans lesquelles on investit, si possible sur le bout des doigts, et comment ça marche, comment est-ce qu'on peut connaître ces entreprises, tout simplement
en lisant les rapports annuels, en tout cas le rapport annuel de chaque entreprise. Et donc ce que je fais à titre personnel et pour les membres de la team EIP, c'est que je produis 2 analyses par mois. Donc je me focalise sur 2 analyses par mois et puis je lis l'entièreté du rapport annuel et je détermine une fair value et ensuite je détermine à quel cours j'aimerais éventuellement rentrer sur ce titre. Et ça me permet ensuite de très bien connaître les entreprises qui se trouvent au sein de mon univers d'investissement et puis aussi d'éliminer certaines entreprises, puisqu'il y a des entreprises qu'on pense être qualitatives et qui au final ne le sont pas. Et donc c'est intéressant de lire les rapports annuels et de se faire une idée sur quelle entreprise on a envie d'avoir dans son univers d'investissement et quelle entreprise on a envie d'éliminer de son univers d'investissement. Donc de mon côté, j'ai l'intention de continuer à lire des rapports annuels régulièrement et à continuer à produire 2 analyses par mois au cours des prochaines années, et ce afin de connaître le mieux possible le marché européen en ce qui concerne le PEA et puis le marché américain et certaines entreprises du reste du monde en ce qui concerne le CTO. Autre point important à mon avis dans ce qui marche, c'est de raisonner à long terme. C'est ce que dit Warren Buffett lorsqu'il dit que notre durée de détention préférée, c'est pour toujours, c'est forever. L'idée, c'est vraiment d'essayer de construire des lignes dans le but de garder ces lignes très longtemps en portefeuille, c'est-à-dire au moins 5 ans, mais potentiellement 7 ans, 10 ans ou plus, en tout cas le plus longtemps possible. Et puis Peter Lynch lui aimait rappeler que les lignes qui marchaient le mieux dans son portefeuille généralement commençaient à très bien se comporter 3 ans ou 10 ans après la constitution de ces lignes, et ça veut dire qu'il faut laisser le temps au temps pour pouvoir éventuellement battre le marché in fine. Et donc l'idée à mon avis, c'est de construire des lignes potentiellement sur 6 à 18 mois et puis ensuite de laisser le temps au temps. Si ces lignes sont des lignes qualitatives, bien achetées, généralement ce qui va se passer, c'est que ces lignes vont voir leur cours de bourse se réapprécier ultérieurement, notamment lorsqu'on achète sur repli, ce qui est mon cas. Enfin, dernier point, je pense qu'il est important de s'inspirer des grands fonds et gérants, et donc je vous ai mis ici quelques fonds qui m'inspirent personnellement. On va retrouver le fonds GuardCap au Royaume-Uni, Blue Whale au Royaume-Uni, Fondsmith au Royaume-Uni. On a également le fonds Comgest Growth Europe, qui est un très bon fonds, très bien géré. Et puis on va retrouver les fonds Ceylon Funds et Scottish Mortgage Investment Trust, donc toujours au Royaume-Uni. Ce dernier fonds est un fonds géré par Baillie Gifford, qui est à mon avis un très bon fonds avec une orientation hyper fast growers, c'est-à-dire qu'on a une grosse partie qualitative, mais on a également une grosse partie spéculative, éventuellement avec des potentiels de croissance extrêmement importants et de facto une volatilité également importante. Dans tous les cas, je pense qu'il est important de s'inspirer de ces grands fonds et gérants. Pourquoi? Parce que ce sont des fonds qui sont en mesure de battre le marché. Et donc lorsqu'on veut apprendre soi-même, autant essayer d'apprendre des meilleurs, c'est-à-dire de ceux qui ont réussi à démontrer qu'il était possible de battre le marché. Alors après, au niveau de ce qui ne marche pas, puisque c'est une vidéo bilan, je vais essayer de mettre en avant ce qui, selon moi, ne fonctionne pas. Premièrement, de ne pas avoir de stratégie précise ni d'univers d'investissement. Je pense en effet qu'il est important d'avoir une stratégie. De mon côté, ma stratégie est au départ fondée sur la stratégie de Peter Lynch qui divise les actions en 6 catégories. De cette stratégie, je me suis recentré sur une stratégie plus qualitative en me focalisant davantage sur les fast growers et les stalwarts, sans pour autant occulter d'autres catégories. Et puis, je m'inspire ensuite d'une approche de type quality investing, c'est-à-dire que l'essentiel de mon portefeuille est composé de valeurs de croissance qualitative. L'autre problème de ne pas avoir d'univers d'investissement, c'est de ne pas déterminer un pool dans lequel on va venir sélectionner des actions. Et bien entendu, il est très difficile de suivre l'entièreté du marché. Par contre, quand on a une watchlist de 70 valeurs, il est beaucoup plus facile de suivre cette watchlist, de suivre ces entreprises au fil du temps et ensuite de venir piocher dans cette liste lorsque le cours de bourse est à un prix plutôt raisonnable. Ce qui ne marche pas également à mon avis, c'est d'acheter lors des FOMO. C'est à mon avis le meilleur moyen de surpayer. Et donc de mon côté, dès que le marché décolle, j'ai tendance à ne plus acheter. Je ne touche plus à mon portefeuille, je laisse les cours s'envoler. Et ce qu'il se passe 90% du temps derrière, c'est que le marché corrige et qu'on peut toujours continuer à renforcer certaines lignes.
Alors ce qui ne marche pas également selon moi, c'est l'approche top-down, c'est-à-dire le focus sur la macroéconomie. C'est selon moi le meilleur moyen de rester en dehors du marché. Pourquoi? Parce que les macroéconomistes ont tendance à toujours anticiper la prochaine récession. Et le problème, c'est qu'ils ont toujours tendance à anticiper des récessions qui mettent du temps à arriver. Et ça, à mon avis, c'est problématique. D'autant plus que dans l'intervalle, on a des valeurs qui deviennent des multibaggeurs. Je pense que c'est sur ces valeurs qu'il faut se concentrer. Ce qui ne marche pas également, ce sont les allers-retours excessifs. C'est selon moi le meilleur moyen de sous-performer et donc il est préférable de construire des lignes qu'on va pouvoir garder pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans ou plus plutôt que de faire des allers-retours notamment sur des valeurs très cycliques ou des valeurs très spéculatives, même si j'aime de mon côté avoir 5% de mon portefeuille sur des valeurs potentiellement spéculatives. Ce qui ne marche pas également, c'est de prendre peur à chaque forte baisse du marché. C'est à mon avis le meilleur moyen d'arrêter. Or, on l'a vu, on a eu un crack en 2020 et puis ensuite on a eu des corrections de 10-20%. Et la réalité, c'est que chaque année, on a des corrections de l'ordre de 10 à 20%. Et donc, il faut s'habituer à ces corrections et que ces corrections représentent souvent de bons points d'entrée dans une optique de long terme. Ce qui ne marche pas également selon moi, c'est de raisonner à court terme, notamment pour faire un coup en se disant qu'une valeur par exemple est très décotée et donc on va y aller en se disant de toute façon je vais pouvoir faire 30 ou 50%. C'est à mon avis un très bon moyen de ne pas faire d'argent au final ou de laisser dormir son argent pendant de nombreuses années. Je l'ai moi-même expérimenté au début et je vais en parler juste après. Ce qui ne marche pas également à mon avis, c'est de construire ces lignes en une seule fois. Je pense qu'il est toujours préférable de construire ces lignes en plusieurs fois sans être impatient, mais en essayant de lisser ses entrées sur une période de 6 à 18 mois par exemple, notamment lorsqu'on achète sur repli, ce qui est mon cas, j'achète toujours en tout cas lorsqu'un titre connaît un drawdown important. Voilà, enfin, dernier point sur ce qui ne marche pas à mon avis, c'est d'écouter les influenceurs. C'est le meilleur moyen, à mon avis, de ne pas faire les bons choix in fine. Je pense qu'il est préférable que vous vous fassiez votre propre opinion et puis que vous ayez une stratégie qui vous soit propre et donc qui corresponde non seulement à votre horizon d'investissement, mais également à votre aversion au risque. Alors pour terminer cette vidéo, je vais essayer de mettre l'accent sur mes points d'amélioration pour les 5 prochaines années. Et donc la première chose que j'aimerais faire, c'est d'améliorer le timing de mon premier achat. En anglais, on dit que patience is a virtue. La patience est une vertu. Et donc l'idée, comme me l'a fait remarquer à plusieurs reprises un membre de la team EIP, Laurent, que je salue, j'ai tendance à faire mon premier achat un petit peu trop tôt, c'est-à-dire lorsque le cours de bourse est encore relativement éloigné de sa fair value. Et donc j'ai tendance à payer mes actions à un prix un peu trop élevé par rapport à la fair value de l'entreprise. Et je pense qu'il a tout à fait raison et donc c'est quelque chose que je vais essayer de travailler au cours des prochaines années. Le deuxième point amélioré, c'est de ne pas dépasser 5% de valeur spéculative en portefeuille. Et donc je vais essayer de faire en sorte que mon portefeuille n'ait jamais plus de 5% de valeur spéculative. Mon objectif sera également au cours des prochaines années de favoriser les fast growers et les stalwarts au-delà de 80% de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire de l'investissement dans la qualité et donc j'ai envie que mon portefeuille soit davantage qualitatif et soit essentiellement, très essentiellement qualitatif. Par ailleurs, mon objectif sera également d'éviter les dossiers trop compliqués. J'ai entré par le passé des dossiers très compliqués en portefeuille comme Eutelsat, comme Ontex, comme Nikon. Et donc mon objectif désormais sera d'éviter ces dossiers trop compliqués. La chose que j'ai bien faite par rapport à ces dossiers, c'est que je n'ai pas renforcé ces dossiers dans la baisse. Donc ça a été plutôt bien géré. Par contre, l'idée dorénavant est d'éviter ces dossiers et de me concentrer davantage sur les dossiers les plus qualitatifs. Mon objectif sera également d'accepter de déployer mes liquidités quand Mr. Market me fait un cadeau. Et ça, on a pu l'observer à différentes reprises en 2022-2023, c'est-à-dire que de temps en temps, le marché va corriger de 10%, 15%, 20%. Et généralement, tout s'aligne. Et c'est-à-dire qu'on commence à avoir des points d'entrée sur différents titres. Quand c'est le cas, c'est souvent qu'il est temps de passer à l'action et de déployer ses liquidités. Donc c'est quelque chose que j'essaierai de faire davantage à l'avenir.
Par ailleurs, j'aimerais entrer sur les dossiers qualitatifs à proximité de la fair value et donc ça renvoie à mon point 1, c'est-à-dire que le timing du premier achat, en tout cas le premier achat, doit être fait à proximité de la fair value. Et puis, autre point, j'aimerais entrer sur les dossiers qualitatifs lors de problèmes passagers. C'est ce que je fais déjà, mais c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire que la plupart des valeurs qualitatives sont très chères jusqu'à un moment où elles ont un problème temporaire passager, et là l'action se met à baisser de 30, 40, 50, 60% dans le pire des cas. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on a un point d'entrée lorsqu'on regarde les graphiques, en tout cas 5 ans plus tard, on se rend compte qu'on avait souvent un point d'entrée sur ces moments-là, sur ce que Terry Smith appelle the glitch, c'est-à-dire qu'on a un problème, les investisseurs paniquent, il y a beaucoup d'investisseurs qui sortent du dossier à ce moment-là, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un point d'entrée en réalité pour le long terme ou le très long terme. Enfin, dernier point d'amélioration potentielle, c'est d'essayer de rester optimiste quel que soit l'état du marché. Comme je le disais au début de mes vidéos, le marché appartient aux optimistes, les rendements appartiennent aux optimistes, et donc lorsque le marché baisse et que l'économie s'effondre entre guillemets, c'est-à-dire qu'on parle de récession, je pense qu'il est important de rester le plus optimiste possible en se disant qu'en réalité les perspectives à long terme sont relativement inchangées. On est dans une société capitaliste avec des pays développés qui se développent, des pays émergents qui se développent et qui tendent à devenir des pays développés. Et donc la croissance mondiale est loin d'être terminée. Et donc on aura encore de nombreuses opportunités au cours des prochaines décennies. Et je pense qu'il est important d'en avoir conscience et donc de rester optimiste, quel que soit l'état du marché. Voilà, et puis au niveau de l'allocation à la Peter Lynch, vous pouvez voir que mon portefeuille contient désormais 62% de fast growers et puis 26% de stalwarts, c'est-à-dire qu'au final, j'ai quasiment 88% de fast growers ou stalwarts en portefeuille, c'est-à-dire que je mets clairement l'accent sur les actions les plus qualitatives et ce sera l'objet de ma stratégie au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire que je vais clairement mettre l'accent sur les actions qualitatives, sur les valeurs de croissance qualitative. Et puis enfin, la question trimestrielle habituelle. Donc je n'ai pas fait de vidéo mon portefeuille PEA depuis un certain temps. J'essaierai de reprendre les vidéos trimestriellement, c'est-à-dire de présenter mon portefeuille tous les trimestres. Et donc la question dans cette vidéo est la suivante. Quels sont vos points d'amélioration pour les 5 prochaines années? L'idée, encore une fois, était ici de faire un bilan de mes 5 dernières années. On a vu que mon rendement sur le PEA avait plutôt été bon au cours des 5 dernières années, puisqu'il est supérieur à 10% par an. Je vous ferai également une vidéo sur mon portefeuille CTO, qui est désormais valorisé un peu plus de 90 000 euros. Vous verrez que celui-ci a extrêmement bien performé, notamment parce que j'avais surpondéré une entreprise comme Meta Platforms qui s'est envolée. Et puis j'avais également entré du Nvidia à très bon prix, et puis l'action s'est également envolée. Donc on a au final une très belle performance du CTO également. Et donc ma question est la suivante, quels sont vos points d'amélioration pour les 5 prochaines années? L'idée ici est que chacun puisse partager éventuellement ses points d'amélioration, fasse le bilan sur ce qu'il a fait au cours des dernières années pour essayer de continuer à progresser, ce qui est le but de cette chaîne. Pour moi comme pour vous, bien entendu, quand je fais ces vidéos, c'est aussi un moyen pour moi de prendre du recul et de continuer à améliorer mon approche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bien entendu, mon but n'est pas de crier sur tous les toits que j'ai battu le marché au cours des 5 dernières années. J'en suis très satisfait, mais ce n'est absolument pas l'objectif. Encore une fois, je n'ai aucune certitude sur le fait que je serai en mesure de battre le marché dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 25 ans. L'idée, c'est tout simplement d'essayer, in fine, de battre le marché et d'essayer d'améliorer mon approche pour essayer d'avoir une chance de battre le marché et d'atteindre mon objectif au final. Voilà, je remercie par avance ceux qui partageront leur expérience dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.